Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse, 15 minutes pour décrypter l'actualité des marchés. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. On a encore un joli programme cette semaine. Un petit point sur la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne. Ce sera le 11 juin prochain. Philippe Ledan nous en parle en fin d'épisode. On s'intéressera aussi au nouveau roi de l'intelligence artificielle, au prix de la technologie. Mais avant cela, parlons peut-être, et c'est important, je pense, de la révision à la baisse du PIB américain. C'est pas un bon signal quand même. Non, c'est une petite, mauvaise surprise. Les 2 chiffres de la semaine dernière qui étaient attendus, c'est l'indice des prix à la consommation, le PCE, 3,8% de hausse comme attendu. C'est un non-événement. Par contre, le PIB, là, a quand même retenu l'attention dans la mesure où il était plus faible qu'attendu. Il s'agit donc de l'évolution du PIB américain pour le premier trimestre. Seconde estimation, la première avait annoncé 2%. On attendait confirmation de ces 2%. Ben non, la seconde estimation de ce PIB est 1,6%, donc de progrès. Alors, rappelons que c'est en taux annuel. Il s'agit bien de l'évolution du premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'an dernier. 1,6% en taux annuel, c'est un peu faiblard pour les États-Unis. C'est inférieur à ce qu'on attendait. Le quatrième trimestre de l'an dernier avait été très faible lui aussi. Donc, on se dit: «Tiens, oui, OK, c'est pas un drame», mais enfin, quand on ne cesse d'affirmer que l'économie américaine est résiliente, elle est quand même un petit peu faiblarde finalement. C'est peut-être un joli marathon, mais, à faible vitesse, ça n'a rien d'un sprint et c'est moins rapide que les 20 kilomètres de Bruxelles, hier. Donc c'est un peu lent tout ça. Alors ça peut s'expliquer, par le fait que, le consommateur n'est pas au mieux de sa forme, enfin son sentiment n'est pas très bon. Est-ce qu'il consomme un peu moins? Une autre information de la semaine dernière, est venue de l'Institut Gallup. Donc à ce sujet, Gallup, c'est le grand institut de sondage américain. On en parle toujours beaucoup à la veille des élections, mais cet institut publie aussi tous les mois le Gallup Economic Confidence Index, donc l'indice de confiance du consommateur américain. On lui demande ce qu'il en est aujourd'hui et comment il voit l'avenir, comment il voit l'évolution dans un futur proche. Et cet indice est largement dans le rouge. Il s'est effondré à -45 en mai, venant de -38 en avril, de -27 en mars. Donc, on s'enfonce dans le rouge. Alors, c'est pas un record en juin 22, année d'envol, d'inflation, taux d'intérêt et de chute de la bourse, on était à -58. Le record, c'est octobre 2008 au tréfonds de la crise financière et économique, -72. -72, là, ça c'est un peu la fin du monde, hein. Le Certains se souviennent que les indicateurs économiques à l'époque étaient absolument désastreux, c'était l'apocalypse. Ouais, bon, -45, c'est pas tout à fait brillant non plus. Ce que l'on remarque, et c'est un peu une arme à double tranchant, c'est qu'on est dans le rouge depuis 2020. C'est en 2020 que ça a flanché de manière, spectaculaire. On était à +41 en février et effondrement à -32 en avril. C'est, historique, c'est très, très spectaculaire. Alors, on peut se dire: «Bon, si on est dans le rouge depuis 2020, alors que l'économie américaine est réputée plutôt bien se porter, c'est pas un drame». Mais, on a été dans le vert dans le temps, donc quand même, on n'est pas toujours dans le rouge, c'est pas normal nécessairement d'être dans le rouge. Donc voilà, un peu une arme, à double tranchant. Alors, on pourrait dire, dans le cas présent, la détérioration de ce moral du consommateur pourrait être due au prix des carburants. On n'arrête pas de dire que ce prix a explosé aux États-Unis. Alors, 4,5 $ le gallon, ça équivaut à 1 € à peu près le litre. Ça peut nous sembler assez raisonnable, mais c'est vrai que c'est une augmentation de 50% en un an. C'est donc bien pire que chez nous. Ceci explique peut-être cela. Enfin, on va garder ça à l'esprit quand même. Après, bon, l'air de rien, c'est vrai qu'on l'a vu dans l'histoire, hein, finalement, quand le consommateur américain commence à douter, ça peut être un signal précurseur. Est-ce que ici, dans ce cas-ci, on peut se demander si les marchés ont raison de ne pas s'inquiéter ou si c'est les consommateurs qui sont juste un peu trop pessimistes, comme tu viens de le dire, juste pour une question de carburant?
Oui, c'est une grande question qu'on peut se poser. C'est une arme à double tranchant, en fait, cette confiance des consommateurs, si je puis ainsi m'exprimer. C'est parfois significatif, parfois ce ne l'est pas. Mais bon, voilà, donc j'en prends note, enfin, on devrait en prendre note en tout cas, à défaut de tirer des conclusions péremptoires, je dirais. On verra ce qu'il en est effectivement. Bon, allez, changeons de sujet radicalement, parlons un peu d'intelligence artificielle, ça fait longtemps, Guy. On constate quand même un espèce de changement de statut pour certaines valeurs. Mais c'est vrai que la semaine dernière a été marquée, et à 2 jours d'intervalle à peine, par l'entrée de 2 entreprises dans le club des entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars. Le 26 mai, c'était l'américain Micron. Le lendemain, le sud-coréen SK Hynix. Et un peu plus tôt dans le mois, le 6 mai, c'était Samsung, l'autre sud-coréen qui était entré dans ce club. On en a fait grand cas, peut-être un petit peu moins dans le cas des deux autres. C'est pas étonnant évidemment que ces entreprises, qui étaient déjà importantes, il y a quelques années, valent maintenant plus de 1 000 milliards. Enfin, Micron, depuis le début de l'année, a fait fois 4 le cours. En un an, c'est fois 10. Hynix, c'est plus de 240 de hausse depuis le début de l'année, fois 11 en un an. Ce sont des entreprises dont le cours a véritablement explosé. Et dans le cas de Micron, c'est très récent. On l'a déjà relevé pour d'autres entreprises technologiques. Micron, je viens de le dire, le cours a fait fois 10 en un an et en 5 ans, fois 11. Donc le démarrage est très, très récent. Et voilà, explosion de ces entreprises, plus de 1 000 milliards de dollars, c'est quand même considérable, de véritables géants aujourd'hui. Alors, on l'entend bien, évidemment, on est dans l'intelligence artificielle, mais pourquoi précisément ces entreprises-là sont en train d'exploser? Parce qu'on découvre qu'elles sont beaucoup plus utiles et même tout à fait beaucoup plus nécessaires qu'on l'imaginait. Alors, en 2 mots, de quoi s'agit-il? Samsung est un fabricant de puces, entre autres, mais Hynix et Micron sont vraiment des fabricants de puces et en particulier de puces HBM, appelées, mémoire, de puces mémoire, donc, hein, appelées mémoire à grande, large High bande. bandwidth memory. Ou voilà, exactement. Et à large bande passante, en Ouais. français aussi. Alors, Hynix est le leader mondial d'ailleurs. Alors, pourquoi ces puces sont-elles importantes, HBM? Parce que les processeurs sont de plus en plus puissants et que pour bien fonctionner, ils ont besoin d'avoir à leur disposition, des mémoires importantes, c'est-à-dire qu'ils puissent ce dont ils ont besoin, mais un transfert rapide aussi. Et le problème, c'est que les mémoires classiques ne permettent pas des transferts assez rapides et donc les processeurs ne tournent pas à leur pleine capacité. Ça sert à rien de faire des processeurs, très sophistiqués, très puissants si ils doivent fonctionner au ralenti. D'où ces puces HBM qui, pour simplifier, sont des empilements de mémoire plus classiques du style DRAM. Et ces puces, ce qu'il y a, c'est que, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin, et c'est assez récent ça, pour compléter les puces GPU de NVIDIA en particulier. Donc les puces GPU, la demande est énorme, mais puisqu'il faut les compléter par des puces HBM, puces mémoire HBM, eh bien la demande est énorme aussi pour les puces HBM. Alors évidemment, la question qu'on se pose là, c'est que ces entreprises viennent, d'exploser. Les analystes, ils en pensent quoi? Et l'investisseur surtout, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que ça a explosé, c'est que ces entreprises fabricant de puces mémoire étaient considérés comme des sous-traitants, on va dire, et de manière peut-être un peu péjorative, hein. Apple a besoin de puces mémoire pour ses iPhones, oh, bah, on va les commander chez Hynix ou Micron et puis si je vends moins d'iPhone, je vais en commander moins, donc ces sous-traitants sont un peu «à la merci» entre guillemets de leurs clients. Oui, mais tout ça a changé maintenant parce que comme je le disais, les puces mémoire HBM sont des puces de haute technologie dont on a absolument besoin en complément, notamment des GPU de NVIDIA. Donc la demande est énorme, donc les prix flambent et les marges flambent aussi. Donc de sous-traitants de puces de type commodities, on appelle ça des produits de base, hein, souvent en anglais on appelle ça commodities, mais ces puces ne sont plus des commodities, ce sont des composants très importants. Donc ces petits sous-traitants sont devenus des entreprises de haute technologie de premier plan. D'autant que si les cours flambent, c'est parce que les bénéfices flambent, évidemment. Un exemple frappant, Micron, le bénéfice
de Micron a fait fois 11 l'an dernier, hein, il a pas doublé, pas triplé, fois 11. Et pour cette année 2026, on attend une progression de 700%. Donc il est assez normal que les cours flambent si les bénéfices flambent. C'est aussi simple que ça, au point d'ailleurs que aujourd'hui, on pourrait se dire: «Bon, est-ce que c'est pas trop cher?» Finalement non. Le rapport cours-bénéfice historique de Micron, c'est-à-dire sur base des bénéfices des 4 derniers trimestres, c'est 44. Bah oui, c'est pas donné, c'est même franchement cher. Mais sur base des bénéfices attendus des 4 prochains trimestres, on est situé à 10 ou 15 à tout casser, ce qui est plutôt raisonnable évidemment. À Hynix, on est à 22 et 8 respectivement. Donc les analystes se disent: «Mais attendez, ces cours explosent, mais ces entreprises ne sont toujours pas chères». On a connu le même phénomène pour Nvidia ces dernières années d'ailleurs, hein. Et donc Hynix et Micron font l'objet de recommandations très chaudes. C'est un achat fort de la part des analystes dans les 2 cas. J'ajoute une petite chose, tiens, puisqu'on parle de ces entreprises fabricantes de puces sont-elles chères? Quelqu'un a fait le calcul, enfin, une banque a fait le calcul il n'y a pas longtemps pour, la technologie de manière générale. Alors, semi-conducteurs d'abord en particulier, ils représentent donc les puces, ils représentent 19 de la capitalisation, de l'indice américain et 15 des bénéfices. Bon, il n'y a pas de disproportion tout à fait. Heu, la technologie, de manière globale, c'est 37 de la capi et 31 des bénéfices. Ça n'est pas tout à fait disproportionné non plus. Par comparaison à mars 2000, 34 de la capitalisation. Mars 2000, c'est la veille de l'éclatement de la bulle internet, pour Ouais. rappel. 34 de la capitalisation et 13 seulement des bénéfices. Donc voilà, on n'a pas dit que les technologiques étaient bon marché, même si c'est pour l'instant le cas des fabricants de puces, HBM. Mais globalement, elle n'est pas bon marché, mais elle n'est pas encore hors de prix comme à la veille de l'effondrement du secteur technologique. Donc voilà, et on est prudent tout en étant enthousiaste finalement, c'est un petit peu contradictoire. Mais bon, il faudrait être prêt quand même à éventuellement, s'en dégager si ça sent le roussi. Mais rappelons que beaucoup l'ont déjà cru l'automne dernier et que ça ne s'est pas vérifié et qu'au contraire, il fallait absolument rester investi en technologique, mais en se diversifiant. Donc voilà, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. C'est une grande leçon en bourse. Ah et on l'a dit plusieurs fois, hein, ces dernières semaines que finalement cette, technologie il fallait se diversifier. Les fabricants de mémoire deviennent donc maintenant les nouveaux rois de l'intelligence, artificielle. Quelle leçon du coup peut-on tirer de cette actualité de cette semaine? Je vais peut-être pas revenir sur le fait qu'il fallait effectivement rester mais se diversifier, on l'a déjà répété à l'envi. Peut-être revenir sur la confiance des consommateurs, vous l'avez évoqué. Ouais. Hem, c'est c'est un indice, en fait, qui est à regarder à l'esprit, mais qui est aussi trompeur, comme je l'ai dit. C'est un peu surprenant parce que le consommateur américain, en fait, il est boulimique, il n'arrête pas de consommer. On l'a qualifié parfois de manière assez péjorative, il faut bien dire, de Joe Sixpack. Il achète beaucoup. Mais on n'a pas dit qu'il était corpulent aussi, mais enfin Joe, ça veut un peu dire ça également. Bref, il continue souvent à acheter, de manière un peu compulsive peut-être, quitte à puiser dans son épargne d'ailleurs, si son revenu ne suffit pas, en dépit éventuellement d'une conjoncture qui s'affaiblit ou d'un sentiment négatif. Donc, c'est pas parce qu'il est, négatif, sa confiance, baisse à cause peut-être du prix de l'essence, que c'est un signal, d'alerte. C'est à prendre en considération, mais encore une fois, bon, c'est un peu comme les orages, on ne sait jamais exactement où ils vont tomber, on ne sait jamais avec précision si cette, confiance déficiente est un signal d'alarme. Mais enfin, bon, étant donné que l'expérience historique nous dit, que ça arrive parfois vraiment que ce soit un signal d'alarme, on va la garder présente à l'esprit quand même, je crois. Une baisse de confiance qui appelle à la prudence pour les investisseurs. Je pense que la leçon, est claire. Et c'est Philippe Ledan qui nous rejoint maintenant pour, évoquer, hein, la prochaine réunion de la Banque centrale européenne qui se tiendra le 11 juin avec, probablement une nouvelle hausse des taux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre contribution hebdomadaire au podcast Trends Bourse. Je suis Philippe Ledan, expert économiste chez ING Belgique. Dans cet épisode, nous revenons sur la prochaine décision de la Banque centrale européenne.
La BCE se réunira le 11 juin prochain et, selon nous, une hausse de taux est très probable. Alors pourquoi ce scénario nous paraît-il aujourd'hui le plus crédible? C'est ce que nous allons voir en replaçant cette décision dans son contexte économique et en examinant ce qu'elle pourrait impliquer pour les marchés, en particulier pour les taux à long terme et les actifs sensibles aux taux d'intérêt. Pour commencer, il faut bien voir que le contexte reste particulièrement délicat pour les banques centrales. La guerre au Moyen-Orient et la remontée des prix de l'énergie créent une tension bien connue. D'un côté, l'activité économique ralentit parce que les ménages et les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus à l'énergie. Et de l'autre, cette même hausse de l'énergie alimente l'inflation. À cela s'ajoute un climat d'incertitude qui freine encore davantage les décisions d'investissement et de consommation. Alors en théorie, ce type de choc appellerait un soutien à la croissance. Mais en Europe, les marges budgétaires restent limitées dans de nombreux pays, compte tenu du niveau déjà élevé des dettes publiques. Et c'est précisément là que la BCE se retrouve sous pression. Dans ce contexte, elle n'a guère de latitude pour assouplir sa politique monétaire. Son mandat premier, il ne faut pas oublier, reste la stabilité des prix, avec une inflation proche de 2%. Or, nous évoluons déjà autour de 3%, et la hausse des prix de l'énergie risque d'entretenir des tensions inflationnistes supplémentaires. Autrement dit, même si la croissance ralentit, la BCE ne peut pas se permettre d'ignorer le signal envoyé par l'inflation. À partir de là, notre scénario devient plus clair. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'une hausse de taux interviendra dès la semaine prochaine. Bien sûr, on peut objecter qu'il s'agit avant tout d'un choc d'offres. Relever les taux ne fera ni augmenter la production de pétrole, ni baisser immédiatement les prix de l'énergie. Cet argument est recevable. Historiquement, les banques centrales ont souvent choisi de regarder au-delà de ce type de choc en partant du principe que son effet sur l'inflation serait temporaire. Mais justement, c'est là que l'expérience récente compte beaucoup. L'expérience de 2022 et 2023 a profondément changé l'approche des banquiers centraux. À l'époque aussi, beaucoup pensaient que le choc énergétique resterait transitoire. Or, l'inflation avait finalement dépassé les 10%. Depuis lors, la BCE est particulièrement attentive aux effets dits de second tour, c'est-à-dire au moment où la hausse des coûts de l'énergie se diffuse progressivement au reste de l'économie. Et plusieurs signaux montrent que ce mécanisme est à l'œuvre. L'enquête mensuelle de la Commission européenne indique, par exemple, qu'un nombre croissant d'entreprises envisagent de relever leurs prix dans les prochains mois. En Belgique, dès le mois d'avril, la hausse des prix s'est accélérée pour 62% des biens et services composant le panier de consommation. Nous ne sommes donc plus face à un phénomène limité au seul secteur de l'énergie. Dès lors, on comprend mieux pourquoi la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut agir, mais plutôt dans quelle mesure. C'est d'ailleurs la ligne qui semble dominer au sein du Conseil des gouverneurs, l'organe de décision de la Banque centrale européenne. Plusieurs responsables de la BCE ont récemment souligné qu'une absence de réaction pourrait fragiliser la crédibilité de l'institution. Et derrière cela, il y a aussi un enjeu essentiel, celui des anticipations d'inflation. Si les ménages et les entreprises commencent à penser que l'inflation restera durablement plus élevée, cette conviction finit elle-même par nourrir la hausse des prix. Et là encore, les signaux méritent attention. Selon l'enquête de la Banque centrale européenne auprès des consommateurs, les anticipations d'inflation à 3 ans se situent désormais autour de 3% en hausse sensible sur un mois. Reste alors une dernière question, et elle est importante, celle de l'ampleur du resserrement monétaire. Le choc énergétique pèse aussi sur la demande, ce qui limite en partie la capacité des entreprises à répercuter intégralement la hausse de leurs coûts. Lorsque le pouvoir d'achat des ménages se contracte, les augmentations de prix deviennent plus difficiles à imposer. Et cela plaide pour une réponse mesurée. Et c'est aussi l'analyse défendue par Philip Lane, le chief économiste de la Banque centrale européenne. Lorsque l'inflation provient moins d'une demande intérieure excessive que d'un choc externe, alors l'ampleur des hausses de taux peut rester plus limitée, dit-il. Au total, notre scénario central reste celui d'une hausse de 25 points de base en juin, suivi possiblement d'un nouveau relèvement en septembre, même si cette seconde étape reste à ce stade moins certaine. Pour les investisseurs, en particulier pour ceux qui détiennent des actifs sensibles au taux d'intérêt comme l'immobilier coté, cette perspective n'est évidemment pas anodine. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les marchés obligataires ont déjà intégré en grande partie ce mouvement. Les rendements à long terme se sont nettement redressés et incorporent déjà l'hypothèse d'environ un demi-point de hausse supplémentaire cette année.
Autrement dit, si la BCE confirme ce que les marchés anticipent déjà, l'effet additionnel sur les taux longs pourrait rester relativement limité. Eh bien, nous aurons une première réponse le 11 juin. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.